Bienvenue dans le podcast Résonance. Je reçois aujourd'hui Anne Vonbank. Bienvenue Anne. Merci Sarah, tu prononces bien mon nom en plus, ça fait plaisir. Je ne savais pas qu'il y avait que c'était un sujet, mais écoute, je suis ravie. Donc c'est le podcast de l'expérience collaborateur. Je vais commencer peut-être par te présenter. Alors, donc Anne, au sein de la DRH d'un grand groupe bancaire français, tu es chef de projet New Ways of Working, dont je pense que tu vas nous parler. Tu es également co-autrice du livre Au cœur de l'expérience collaborateur et slasheuse, entre autres animatrice du congrès HR, coach yogiste well at work, masseuse. Le fil rouge de ton parcours est la coalescence, la créativité, l'esprit d'équipe, l'esprit critique, la coopération, la communication et la compassion. Et donc, si j'ai bien compris, tu as toujours travaillé sur des sujets d'innovation, RH, et toujours sur des créations de postes. Oui. Toute ressemblance avec ta voisine de droite serait tout à fait fortuite. Tu es une militante, pour ne pas dire une activiste, qui a l'ambition de redonner du sens au job RH, souvent décrié à raison. Tu nous en diras peut-être plus. Oui. Et tu refuses finalement, ton objectif c'est que tu dis que tu refuses de laisser un monde moche à nos enfants, merci pour eux. Et tu te présentes comme un bébé Suez, du nom éponyme du groupe, le cœur de ton expertise étant learning, donc l'apprentissage. Et de fil en aiguille, finalement, tu en es arrivé à l'expérience collaborateur, mais c'est pas finalement un hasard, puisque l'expérience collaborateur s'appuie, selon toi, sur un processus apprenant, évolutif par nature, et fortement connecté aux besoins du terrain. Exactement. Est-ce que c'est bien toi ? C'est parfait pour moi et merci pour cette description. Ça marche. Quelques mots quand même, puisque je parle de ton livre que tu as coécrit avec Fabien Vacheret. Donc, au cœur de l'expérience collaborateur. Qu'est-ce qui t'a donné envie de coécrire ce livre ? En fait, quand je suis arrivée au groupe Crédit Agricole, ma mission, c'était effectivement de défricher le sujet expérience collaborateur, entre autres. Et j'ai eu la chance de piloter une super étude justement pour savoir ce que c'était, à quoi ça sert, est-ce qu'il faut y aller, il ne faut pas y aller, de quoi on parle, etc., etc. Et cette étude a été faite avec Mazars, avec qui j'avais envie de travailler parce que Mathilde Lecause, la DRH France à l'époque, et Mathilde, pour moi, c'était une vraie RH hyper innovante, hyper inspirante, donc j'avais envie de travailler avec ses équipes sur ce sujet. Donc, je travaille avec Fabien, entre autres, qui était le chef de mission de l'étude. Et quand l'étude a été livrée, je me suis dit, mais c'est pas possible, on peut pas garder ça pour nous, en fait. C'est tellement bien, mais moi, si j'étais RH, si j'étais étudiante, si j'étais consultante, si j'étais manager, si j'étais un collaborateur, j'aimerais lire ça, en fait. J'aimerais qu'on me partage toute cette connaissance. Et donc, c'est comme ça que l'idée du livre est arrivée. J'ai demandé à ma manager si elle était OK pour qu'on en fasse un bouquin. Elle m'a dit, allez, vas-y, go. Donc voilà. Alors, j'allais te poser pour qui, mais tu as répondu. À qui s'adresse ce livre ? Tu as répondu globalement un peu à tout le monde. Tout le monde. Procurez-vous absolument ce livre. Et qu'est-ce qu'on y trouve un peu concrètement, sans évidemment dévoiler le fond du livre, mais... En fait, on le voulait pratique, ce bouquin. C'est-à-dire qu'on voulait que ce soit justement un outil. On ne voulait pas que ce soit un énième bouquin théorique qui soit finalement intéressant, mais tu ne sais pas très bien ce que tu vas en faire après. Donc, tu y trouves évidemment la définition des concepts, de quoi on parle exactement, pourquoi on parle de ça et comment on est arrivé à ce sujet-là scientifiquement, d'une certaine façon. Et après, tu as toute la partie très pratico-pratique, c'est-à-dire au fur et à mesure de notre propos, on met des pratiques. Des pratiques, en fait, donc c'est des post-it dans le bouquin, des petits post-it qui viennent en fait illustrer un concept qu'on est en train de dire, mais on dit, là, ils ont fait comme ça. Et puis tu as à la fin aussi la possibilité de prendre des notes sur des thématiques précises pour voir toi concrètement, ça tu ferais quoi dans ton organisation avec. Voilà. Ok, donc à la fois une partie théorique et une partie un peu plus pratique, et une partie personnalisée et adaptée à ta structure. Exactement, et tu as même un test à la fin, c'est un test un peu en mode je suis à la plage l'été, je fais un test, je ne dirai pas de magazine, mais voilà, tu as la même chose sur l'expérience collaborateur à la fin. Ça marche, merci. Tellement impatiente de t'entendre, j'en ai oublié notre rituel. Donc, je t'invite à piocher une question mystère. Ça fait peur. Alors, je remue un peu. Je sais pas, c'est une couleur qui t'attire. C'est la orange. Attends, mais j'arrive pas à l'attraper. Non, tiens. Hop. Alors, quel conseil donnerais-tu à ton toi de 18 ans, quand tu avais 18 ans ?
C'était hier, en même temps. Oui, je me rappelle très bien d'ailleurs. Voilà. Je lui dirais... Alors, c'est peut-être un peu... Non, je dirais, mais change pas, en fait. Change pas. Va toujours chercher, va explorer, reste curieuse et n'aie pas peur d'être curieuse. Voilà, je dirais ça. Ok, merci. Dans ta bio, tu as, quand je l'ai lu, il y a quand même des mots comme slasheuse, comme coalescence, qui sont quand même des mots pas forcément accessibles pour tout le monde. Tu dirais quoi sur ça qui te décrit? En fait, la coalescence, c'est un mot qui a été prononcé, c'est connu connu pour ceux qui font de la physique-chimie, c'est ok si tu veux, mais c'est vrai que le transporter dans le monde du travail, c'est particulier, et c'est Franck Bournois, directeur de l'ESCP Paris aujourd'hui, qui en avait parlé, et en fait, lui, il dit la coalescence, c'est cette capacité à sortir de l'organisation, aller récupérer des choses et en faire quelque chose à l'intérieur de l'organisation. Donc voilà, et donc c'est comme ça effectivement que j'aime bien me définir, c'est-à-dire que je suis très curieuse par nature d'aller rencontrer des gens, d'aller regarder des lieux, d'aller découvrir des choses pour pouvoir en faire quelque chose dans mon travail. Donc ça, c'est pour la coalescence. Et slasheuse, ça veut simplement dire que en fait, j'ai plusieurs activités à la fois. C'est-à-dire que oui, j'ai mon activité salariée principale à temps plein CDI, mais sur mes vacances, sur mes soirées, sur le reste du temps disponible, eh bien, je fais d'autres activités comme l'animation du concret de chat récemment, par exemple, comme masser, comme plein d'autres choses. Ok. Et ça nourrit ma pratique professionnelle. C'est ça qui est intéressant. Oui, parce que je fais vraiment... c'est pas comme si j'étais en vacances. C'est-à-dire que tout ce que je fais à l'extérieur me sert à l'intérieur. C'est pour ça que tu reviens sur coalescence. Ok. Et peut-être dire comment on se connaît finalement. Qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui? Donc quand j'étais DRH de Xelia, on s'est rencontrés à différents événements RH. Donc on s'est croisés plusieurs fois. Et puis, on s'est un peu plus croisés à la formation Yogist Well at Work, dont j'ai aussi parlé dans ta bio et pour laquelle je suis également certifiée. Et c'est dans cette formation qu'on s'est croisés un petit peu plus longtemps. Et c'est là que tu te dis que le monde est vraiment un village parce que on est dans la même promo de 10 personnes, quoi. C'est improbable. Enfin, voilà. Donc voilà comment on se connaît. Si je te demandais une définition, toi, ta propre définition de l'expérience collaborateur? Ma définition de l'expérience collaborateur, déjà, c'est de quel point de vue tu te places, dans quelles chaussures tu es, les chaussures de l'entreprise ou les chaussures du collaborateur, parce que la définition ne va pas être la même. L'objectif sera le même, augmenter ton engagement et donc, in fine, la performance de l'entreprise, mais je ne vais pas mettre la même chose. C'est-à-dire que si je suis collaborateur, en fait, ça veut dire que pour moi, l'expérience collaborateur, c'est tout ce que je vais apprendre, retenir, toute cette espèce d'héritage spirituel, émotionnel, physique, intellectuel, de toutes les interactions que je vais avoir avec l'entreprise. Et d'un point de vue entreprise, en fait, c'est la cartographie de toutes ces interactions, justement. C'est quelles sont toutes ces interactions, tous ces moments clés dans le cycle de vie du collaborateur, qui commence avant que je sois rentrée chez toi et qui ne termine jamais, finalement. Donc quels sont ces moments clés? Et je vais les cartographier pour, justement, t'apporter la meilleure expérience possible à ces moments-là. Ok, donc effectivement, deux visions, objectifs communs, mais deux perspectives différentes, deux manières d'aborder... Merci. Et du coup, et c'est pour ça que ça peut être compliqué. Ah merde, c'est trop compliqué, je vais pas y aller. Oui, exactement. C'est ce que je dis parfois, que les RH se tirent les cheveux parce que justement, il n'y a pas qu'une seule réponse à l'expérience collaborateur et c'est bien tout le problème. Et comment finalement s'est développé ton intérêt pour l'expérience collaborateur, sachant qu'au départ, ce que disais un peu, ta passion, c'est plutôt le learning, donc la partie apprentissage. Donc, comment c'est venu? En fait, alors déjà, c'est venu sans le nommer, si tu veux. Je me suis pas réveillée un matin en me disant, tiens, je vais aller faire de l'expérience collaborateur. Non. Voilà. Non, mais par contre, le fait d'être très orienté client, c'est-à-dire que moi, chaque fois que je travaille, je me dis, mais pour qui je travaille et qu'est-ce que je veux que cette personne retienne du travail que je vais livrer. Donc voilà, donc l'orientation client, l'apprentissage global, c'est-à-dire que ma passion pour l'apprentissage est réelle et j'ai vraiment appris. Il y a un truc qui m'a beaucoup marqué et que je veux reproduire, c'est la notion d'expérience. La notion expérientielle, en fait, elle est arrivée avec la VR, la réalité virtuelle. Quand je faisais mes tests chez Suez, parce que j'étais en charge du Learning Lab, j'ai découvert la VR et je me suis dit, waouh, c'est génial. C'est-à-dire que
tu retiens rien quand tu es en formation présentielle ou à peu près pas grand-chose. Et là, en fait, la VR va aller chercher tes marqueurs émotionnels. Et je dis, mais c'est ça, en fait, c'est ça que je veux faire. Et donc, toute cette partie expérientielle, elle est arrivée grâce à la VR. Enfin, c'est ça qui m'a mis, en fait, le pied à l'étrier. Donc, réalité virtuelle. Et relations clients, ouais. Okay. Tu as un exemple comme ça d'expérience de réalité virtuelle qui t'aurait particulièrement marqué? Oui, alors déjà, ce qu'on dit quand on bosse en VR, une des choses qu'on dit, je trouve ça intéressant, c'est que tu demandes aux gens, tu leur dis, tu te souviens ce que tu as mangé hier? En général, ils te disent, ouais, vaguement. Et tu leur dis, tu te souviens, le 11 septembre? Et là, ils se souviennent exactement ce qu'ils faisaient au moment où les 2 tours ont craché, au moment où on a vu ça à la télé. Bon, pour la génération qui est concernée, évidemment, ça commence à dater un peu, mais bref. Donc déjà, voilà, c'est ça, la VR, c'est ça. Et dans les expériences, bah oui, en fait, à un moment donné, on faisait des démos VR et c'était sur la détente. Et donc, en fait, on proposait aux salariés qui le souhaitaient de mettre un casque VR et se retrouver sous l'eau, au milieu des poissons, dans une forêt amazonienne. Et punaise, c'était juste... En fait, c'est juste un casque que tu as sur la tête, hein, mais physiquement, il se passe un truc. Et tu vois, je m'en souviens encore, c'était il y a 10 ans. Hein. Bon, ouais. Donc, je me souviens exactement de la forêt, je me souviens exactement des poissons, je me souviens, parce que je me suis sentie bien. Et donc, c'est ça que tu as cherché, ton marqueur émotionnel. Parce que je devrais pas le dire, mais c'est pas grave, j'ai ramené du matériel pour tester aussi à la maison, pour voir, tu vois, et j'ai fait ça avec mon fils, qui était petit à l'époque, hein, parce que, il devait avoir 4 ans. J'ai fait... Et lui, il était avec des animaux sauvages. Mais c'était extraordinaire de le voir. Il avait l'impression que le lion était devant, et il a adoré ce moment-là. Et puis, waouh, ça provoque un truc chez les enfants qu'un livre, malheureusement, ne provoque pas comme ça. Voilà. Parce qu'on touche au corps, exactement, on touche à l'émotion, exactement, on touche à des choses qu'on vit, pas uniquement dans sa tête, mais aussi dans son corps. Ça, ouais. Ok, donc ça, c'est au service, effectivement, de l'apprentissage, c'est ça que... Ah bah, tu retiens, par contre, hein. Tu retiens, oui. Donc, tu as dit que tu étais assez curieuse, hein, voilà, et que j'ai l'impression que tu t'inspires quand même, hein, c'est ça, la coalescence, tu vas chercher un peu partout. Oui. Du coup, par rapport à l'intérêt de l'expérience collaborateur qui s'est développé chez toi petit à petit, sans la nommer, comme tu dis, quelles sont les personnes qui ont influencé, ou influencent toujours d'ailleurs, cet intérêt? Alors, je dirais des visionnaires. Les visionnaires, que même je qualifierais humanistes, je ne pense pas qu'ils se qualifient comme ça, mais moi, c'est comme ça que je le traduis dans mon petit esprit à moi. La famille Zuckerberg, alors quand je dis ça... en fait, je trouve que Mark Zuckerberg, c'est vachement intéressant. Avoir créé Facebook, donc un réseau social, donc une façon de connecter des gens où qu'il soit dans le monde, je trouve que c'est profondément humain. Parce que l'humain a besoin effectivement de se connecter à l'autre. Et c'est comme ça que l'être humain a colonisé l'ensemble de la Terre, hein, des glaces au sable. Enfin, il y a un être humain partout, qui est quand même... c'est une espèce particulièrement résistante. Bon, bref. Et donc, c'est grâce à cette capacité à se connecter qu'on s'est autant développé. Et là, le fait de le mettre sur du numérique, je trouve ça hyper intéressant. Sa sœur, qui était sa CTO, qui disait... la technologie est là pour être à votre service et pas pour s'immiscer entre vous et votre vie. Je trouve que c'est très visionnaire. Encore une fois, on parle d'il y a 15 ans maintenant. Donc, c'est vieux quand même tout ça. Donc, moi, je trouve ça très inspirant, ce genre de personnage-là. Après, sur l'expérience collaborateur, à proprement parler, tu as Vinit Nayar, forcément. Vinit Nayar qui a écrit son bouquin « Employees First, Customer Second » où tout de suite, il t'explique « Non, mais si tu as envie de te performer d'un point de vue business, concentre-toi sur tes collaborateurs. Hein. » Donc, voilà, part du bas pour aller vers le haut. Mais et il a écrit un bouquin, donc il a partagé les résultats de son expérience à lui, de façon très empirique. Et on parle d'une boîte, parce qu'il était DG d'une boîte, qui est 88 personnes, ils sont dans plusieurs pays. Et puis, en 2 ou 3 ans, ils ont triplé leur chiffre d'affaires. Donc, je dis, ça marche, son truc. Donc, voilà, donc en termes d'expérience collaborateur, lui a fait la preuve que ça fonctionnait bien. Après, des réalisateurs comme Valérie Séguin sur l'intelligence spirituelle, je trouve ça très intéressant de ramener le sujet dans l'entreprise. Aujourd'hui, l'intelligence spirituelle, c'est un sujet dont on parle sans en avoir honte, parce que ça y est, des grandes écoles ont ouvert leur chaire, les grandes écoles françaises ont ouvert leur chaire entreprise intelligence spirituelle. Donc, OK, on est OK pour en parler en France. Et c'est vachement intéressant de regarder les travaux de Valérie Séguin. Donc ça, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup aussi, parce que pour moi, l'expérience collaborateur, il y a beaucoup de
d'humanité là-dedans. Il y a beaucoup, on parle de considération et de sécurité psychologique dans l'expérience collaborateur. Donc, forcément, tu vas t'intéresser à des sujets comme l'intelligence spirituelle. Voilà. Et puis après, en fait, toute relation client. C'est-à-dire que n'importe quoi, que ce soit une boutique, que ce soit le SAV de je sais pas quoi, en fait, la façon dont la relation client est menée m'inspire beaucoup. C'est-à-dire, il y a les flops, les gros flops, les trucs que je ne veux surtout pas répéter dans le cadre de mon activité, et il y a les trucs qui fonctionnent beaucoup. Par exemple, qui fonctionnent très bien pour moi. Je trouve que le fait de mettre des smileys partout, je trouve ça hyper intéressant. D'un coup, il y a plein de services clients qui sont mis à te répondre en smiley. Donc, ça donnait vachement de chaleur à un échange juste numérique. Donc, ça, je trouve ça intéressant. Le fait de transformer les noms des services clients en customer care, je trouve ça très intéressant. On est dans du care. Donc, on est vraiment dans de la relation. Bref, prendre soin, le care. Prendre soin. Donc voilà. Donc, toute relation client, je m'inspire. OK. Quels sont les... Du coup, tu as pas mal d'expérience dans ce domaine. Donc, c'est quoi les exemples concrets que tu pourrais nous donner sur des projets RH que tu as piloté ou auxquels tu as participé et qui contribuent ou ont contribué à l'expérience collaborateur? Alors, forcément, je pense surtout à toute la partie expérience apprenante, puisque c'était une grande partie pour l'instant de ma carrière. Donc, je pense à ce que j'ai fait chez Suez, le premier Serious Game du groupe. Bon. Pour intégrer les nouveaux collaborateurs. À l'époque, d'ailleurs, c'était assez intéressant parce que le DRH du groupe m'avait dit il faut faire un module pour intégrer les 5000 nouveaux collaborateurs monde. Voilà. Je dis, ok, on va faire. J'ai envie de faire un Serious Game. Mais non, tu fais un PowerPoint. Je fais, non, je ne ferai pas de PowerPoint. non, ou tu demandes à quelqu'un d'autre, mais pas moi. Voilà. Il me dit, oui, mais Anne, dans Serious Game, il y a Game. Je dis, ouais, il y a Serious aussi. Donc, en fait, voilà, à un moment donné, bon. Bref, et du coup, il a été ok, il a donné son go pour qu'on fasse ce Serious Game. Donc, je suis trop contente. Donc, ça, voilà, c'est un exemple très concret. Expérience apprenante revisitée. Voilà. Après, toujours sur l'expérience apprenant, moi, j'étais de cette époque où le digital learning est arrivé. Voilà. Donc, du coup, j'ai eu la chance de pouvoir monter le Learning Lab. Alors, le Learning Lab, c'est pompeux, c'était juste moi. Mais en fait, et c'était ça aussi qui était intéressant, parce que c'est comment elle s'appelait la CDO du groupe Accor, Maud Bailly. Maud Bailly, elle disait, je suis un sachet de thé. C'est-à-dire qu'en fait, je suis seule et je dois disparaître. C'est-à-dire que j'aurai réussi mon job quand on n'aura plus besoin de moi. Et voilà, et ben moi c'est pareil avec le Learning Lab. J'aurais réussi mon job quand on n'aura plus besoin de moi. Et donc c'était quoi mon objectif? C'était de monter en compétence les learning managers pour justement leur permettre de délivrer le meilleur service apprenant aux salariés. Voilà, donc du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire organiser des événements pour les RH, ça veut dire monter des comités start-up intéressants pour faire une veille. Autrement qu'en lisant, tu fais venir des start-up, mais tu les reçois à plusieurs learning managers de différentes entités pour confronter les points de vue, pour toi-même voir ce qui se passe justement et comment tes collègues des autres entités réagissent. Donc voilà, c'est la première classe virtuelle du groupe Suez aussi. Donc c'est moi qui m'en suis occupée. Donc voilà, donc beaucoup de choses autour de l'expérience apprenante justement pour revisiter cette expérience et la rendre plus up-to-date et marquante pour l'apprenant qui est derrière. Et puis la mise en place aussi d'un service game sur des trucs tout bêtes, gestion du temps. Gestion du temps, c'est toujours une formation qu'on fait en présentiel. Voilà, elle est classique, montrer, mais elle est pas... Bon, j'en ai fait plein, j'en ai essayé plein, des formations de gestion du temps, c'était mon boulot. Et puis je dis non, c'est nul, j'aimerais faire un serious game. Et c'est là qu'on s'était rencontrés d'ailleurs. Des événements, tout à fait. Oui, c'était Game Learn. C'était Game Learn qui faisait ça. Oui. Et donc on avait joué avec Triskelion et ça avait bien marché chez Suez, dans le groupe pilote. Donc ça, j'étais contente. Et après forcément, là j'arrive au Crédit Agricole. Et là, c'est de pouvoir rentrer le sujet du feedback, n'importe quoi, du verbatim, l'importance du verbatim dans l'expérience qu'on va essayer de capter, de comprendre, de cartographier. Donc ça, c'était tout nouveau. Autant on utilise les verbatims clients, beaucoup. Bon, voilà, mais ça, c'est pas original, ça fait longtemps et heureusement qu'on les utilise. Mais sur la partie collab, on les utilisait pas vraiment. Tu veux nous préciser un peu verbatim? Qu'est-ce que tu mets derrière pour les auditeurs? Oui, tu as raison. En fait, verbatim, c'est quand on fait... c'est tout commentaire libre. Voilà. C'est-à-dire que quand tu réponds à un questionnaire,
soit tu réponds à des questions fermées, soit tu réponds à des questions ouvertes. Et dans les questions ouvertes, donc tes commentaires s'appellent des verbatim. Et dans notre enquête d'engagement, donc j'étais en charge de l'enquête, du pilotage de l'enquête d'engagement pour le groupe Crédit Agricole SA, et bien du coup, j'ai mis le paquet sur les verbatim, et j'ai changé la question, j'ai bougé le baromètre, voilà, à tel point qu'aujourd'hui, les verbatim, c'est quelque chose qui est ancré dans l'usage de mes collègues du groupe Crédit Agricole. Donc ça, c'est quand même agréable. Et puis j'ai aussi utilisé les verbatim pour faire une cartographie culturelle, qui était la première fois qu'on faisait d'abord une cartographie culturelle. Moi, je veux bien ce que tu me dises exactement ce que c'est une carto culturelle. En fait, quand tu parles de culture, tu as la culture prescrite et la culture vécue. La culture prescrite, c'est celle que toi, employeur, tu as envie qui existe dans ton entreprise. Nous sommes audacieux, nous sommes je sais pas quoi, nous sommes digitaux, nous sommes machin. Bon, voilà, ça, c'est toi. Mais après, tu as la culture que vivent vraiment les gens au quotidien. Et il peut y avoir un petit écart, voire un grand écart. Bon, voir c'est conforme, tant mieux. Et donc, faire une cartographie culturelle, c'est ça. C'est en fait aller voir quelle est cette culture vécue par les salariés pour après comparer avec ta culture prescrite et donc faire te dire, bon, là, j'y suis pas, donc il va falloir que je change ça. Là, c'est OK. Là, j'y suis pas trop. Mais en fait, c'est pas grave, non, je laisse tomber, je vais changer ma façon de voir ma prescription. Enfin, tu vois, donc, voilà, juste pour t'ajuster, toi, en tant qu'organisation, par rapport à ce que tu as envie qui existe dans ton entreprise. Ces exemples que tu nous as donnés, aussi bien au niveau de l'apprentissage que le verbatim, pour toi, en quoi ça contribue à l'expérience collaborateur ? Ça contribue parce que quand tu captes les verbatim, c'est-à-dire que tu fais comme de la relation client, tu vas regarder quels sont les irritants, qu'est-ce qui fonctionne bien, les irritants pour les régler, ce qui fonctionne bien pour les passer à l'échelle. Si jamais, en fait, ça fonctionne bien dans une équipe, 2 équipes, mais pas toutes tes équipes, tu dis, ça, je vois que ça a beaucoup d'impact, donc je vais le déployer sur l'ensemble de l'organisation. Et à l'inverse, un irritant, si tu vois que ça bloque là ou là pour travailler, tu te débrouilles pour faire en sorte que les conditions de travail soient propices à une meilleure façon de fonctionner. Ok. J'ai une question qui me vient, parce que tu parles de serious game ou de choses comme ça. J'entends quand même pas mal de techno. Il y en a peut-être d'autres. Mais en quoi, pour toi, les technologies sont au service des collabs ? Parce qu'en fait, les technologies vont permettre d'automatiser des choses, des tâches sans valeur ajoutée, vont te permettre d'avoir plus de visibilité sur un suivi de parcours. Par exemple, si on prend un parcours collaborateur, je ne sais pas, le onboarding, c'est le meilleur. Voilà. Quand tu as un candidat, quand tu es dans ton processus de recrutement, c'est quand même vachement agréable pour le candidat de voir où en est le traitement de sa candidature. Ça, c'est bien de la techno qui, du coup, va donner plus de visibilité au candidat. Et en même temps, ça va donner une bonne image en termes de marque employeur. Tu dis, cette entreprise, elle est pas mal, quoi. J'ai l'impression de suivre un colis de la Poste, mais c'est moi que je suis, c'est cool. Donc voilà. Donc ça, c'est un exemple très concret. Dans la formation, par exemple, quand tu as un LMS, donc une plateforme de formation, c'est quand même vachement agréable quand cette plateforme te pousse des contenus qui sont propres à ton profil. Voilà, les contenus qu'on va pousser à Clément, ce ne seront pas les contenus qu'on va pousser à Sarah ou à Anne. Ça, c'est la technologie qui le permet. L'hyper-personnalisation, la technologie le permet. Donc, elle améliore son expérience, forcément. Donc voilà, tu as ces 2 exemples-là auxquels je pense, mais en fait, tu en as tout plein. En fait, le métier RH est plein de cas d'usage pour la technologie. Et on ne l'utilise pas assez ou on l'utilise mal. Voilà. C'est sous-employé. Ouais. Il y a souvent un gros potentiel et finalement... c'est ce qu'on voit aussi chez Xelia avec nos logiciels clients, Ximi, Diapaz, Osmo. C'est vrai que finalement, il y a un gros potentiel dans les logiciels et on s'aperçoit, quand on fait des audits clients, que finalement, les logiciels sont sous-utilisés alors qu'ils ont un potentiel énorme et que les gens pourraient encore plus se faciliter la vie. Donc, c'est un peu ce que tu dis aussi. En fait, ça vient souvent d'un manque de vision. C'est-à-dire que, et moi, c'est ce que je déplore beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend un outil pour un outil. Mais non, en fait, ton outil répond à un besoin. Et tu veux en faire quoi, en fait ? Et tu veux en faire quoi ? C'est pas clair, tu vois. Et ça m'inquiète, ça m'affole même. Je dis, alors, développons pas un CRH ou ne développons pas tel module si on sait pas très bien ce qu'on va en faire. Donc, voilà. Donc, oui. Oui, parce que sinon, de toute façon, la réponse risque de ne pas être adaptée de toute façon, parce que tu ne savais pas vraiment pourquoi tu en avais besoin. Donc, c'est certain, tu vas te planter. Donc, arrête.
Donc, voilà. Et après, personne ne voudra l'utiliser. Voilà. Et on va dire c'est l'outil le problème, mais c'est pas l'outil le problème, c'est toi le problème. Tu sais pas ce que tu voulais en faire, et ben forcément l'outil devient le problème, mais en fait c'est toi à la base le problème. Ça marche. Donc je disais dans ta bio que tu travailles actuellement sur le projet New Ways of Working. Yeah. En bon français. Donc nouvelle manière de travailler. Exactement. En bon français. Tout à fait. Du coup, pour transformer l'environnement de travail au sein de ton entreprise. D'ailleurs, vous êtes combien concernés par ce projet l'impact serait sur combien de personnes de ce projet ? 8000. Ouais. Et du coup, c'est quoi les impacts par rapport à ce projet ? Tu vas nous parler un peu de ce projet, ce qu'il y a dedans. Et c'est quoi les impacts, du coup, que tu aimerais, qui ont déjà émergé ou que tu aimerais voir émerger dans le cadre de l'engagement des collabs grâce à ce projet ? Alors, déjà, juste 3 mots sur le projet. Plus même, si tu veux. Non, parce que c'est... En fait, New Ways of Working, en tout cas chez nous, je pense que c'est pris à peu près de la même façon ailleurs, mais enfin, chez nous, parce que voilà, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'unité de lieu. Donc, le bureau, oui, mais pas comme avant. Et puis, le mobilier lui-même change. Donc, l'espace de travail lui-même change. Bon, et puis distanciel, présentiel, enfin voilà. Donc, c'est comment, en fait, on va accompagner ces transformations du travail d'un point de vue IT. Donc, comment on va équiper la mobilité, le travail en mobilité. Comment on va aménager les nouveaux bureaux. Avec quel type de mobilier ? Donc, des tables que tu peux bouger, des ballons, voilà. Donc, tu as toute la partie distancielle, remote working, mais qui, finalement, ne s'arrête pas juste à présentiel distanciel. Ça va aussi jusqu'aux espaces de coworking, etc. Donc, voilà, c'est le bureau étendu, si tu veux. Donc, ça, c'est tout ça qu'on déploie donc chez nous. Les impacts que je vois, c'est que malgré le fait qu'on soit dans une entreprise qui a une culture très hiérarchique, le secteur bancaire, c'est très hiérarchique. Je ne pensais pas, d'ailleurs, quand je suis arrivée là, que c'était à ce point hiérarchique. Mais bon, il y a des explications. C'est qu'on est, le secteur le plus contrôlé. Plus contrôlé que l'armement, plus contrôlé que la pharmacie. Ça, tu ne le sais pas. Quand tu arrives dans la banque, tu ne penses pas que... Voilà. Bah si, en fait, voilà. Il y a des contrôleurs partout. D'ailleurs, le métier, c'est un métier, contrôleur dans la banque. Tu as tout un tas de contrôleurs internes, plus les organisations internationales, nationales qui te contrôlent. Bon, voilà. Donc forcément, c'est très hiérarchique, très processisé. Il n'y a pas beaucoup de place à la liberté dans ce type d'organisation. Alors, je ne m'attendais pas à ce que les salariés, finalement, soient aussi intéressés par ce qu'on propose, finalement. Eh bien si, parce que ce degré de liberté qu'on apporte dans la façon de travailler, eh ben, ça leur plaît aussi. Donc ça, c'est très agréable. Tu te dis, bon, moi, je ne travaille pas pour rien. Donc voilà. Et ce que j'aimerais voir changer, vraiment, c'est la culture managériale. Parce qu'en vrai, toutes les modalités de travail, quelles qu'elles soient, elles ne peuvent fonctionner que si ta culture managériale est en phase avec. Parce que mine de rien, le management reste quand même la colonne vertébrale de ton entreprise. Sauf si on est une entreprise libérée. Mais enfin, si on n'est pas une entreprise libérée, voilà, si on est dans le schéma un peu plus traditionnel, ça reste quand même la colonne vertébrale. Et voilà, et aujourd'hui, et notre DG, le DG du groupe Crédit Agricole avait dit quelque chose de très intéressant. Il avait dit, écoutez, je sais, vous n'arrêtez pas de parler de télétravail, tout ça, mais bon, tant qu'on n'aura pas changé la culture managériale, on ne pourra pas mettre en place des nouvelles modalités de travail. C'est très lucide. Donc, tu as tout le travail de changement de culture managériale. Donc, vous travaillez un peu conjointement entre New Ways of Working, qui est le projet sur lequel toi tu travailles, qui est plus en termes d'ergonomie, d'environnement pur de travail et de faciliter le quotidien avec les outils. C'est ça. D'accord. Ouais. Et en parallèle, est-ce qu'il y a d'autres projets encore en plus ? Oui. En plus donc, on travaille avec l'équipe des marges de responsabilisation, c'est comme ça que ça s'appelle chez nous. Où, en fait, l'idée, c'est effectivement dans ce système bancaire très hiérarchique, de mettre plus de liberté, d'autoriser plus de responsabilisation, alors qu'on appelle ces grands mots, responsabilisation en proximité, mais c'est ça que ça veut dire, c'est te permettre au plus bas de l'échelle de pouvoir prendre une décision sans demander à 15 personnes au-dessus l'autorisation. Donc oui, c'est un travail qui est conjoint avec tout le travail qui est fait dans le cadre de la démarche de responsabilisation. Okay, donc redonner du pouvoir d'agir en fait aux gens pour leur redonner peut-être du sens et de la motivation. Exactement. Donc tout à l'heure tu évoquais l'entreprise libérée parce que donc nous sommes chez Xelia.
Où effectivement, alors que moi j'aime bien appeler l'entreprise libérante, parce qu'en fait c'est pas l'entreprise qu'on libère, c'est le potentiel. Oui. Donc à la fois le potentiel des collaborateurs, mais aussi le potentiel de l'organisation. Donc c'est vrai que Isaac Gates a dit entreprise libérée et le concept, ou Opal avec Frédéric Laloux, mais c'est à peu près la même chose. Derrière, en tout cas, les mêmes concepts, notamment au niveau effectivement de la responsabilisation, l'autonomie et la confiance. Mais moi, j'aime bien dire entreprise libérante, parce que pour moi, c'est ça qu'on libère. C'est pas l'entreprise qu'on libère, c'est pas l'entreprise libérée, c'est les collaborateurs et l'organisation. Si ça se trouve, la traduction Isaac Gates, elle est pas bonne, hein. On va lui demander. Tu vois, mais après tout, peut-être comme Star Wars, c'est pas Guerre des Étoiles. Enfin bref, c'est peut-être planté sur la trad. Hein. Ça marche. Et par rapport à ce que tu nous partageais sur ton projet, donc New Ways of Working, tu as d'autres exemples concrets? Parce que voilà, tu dis donc remote, donc le travail à distance, télétravail et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a dedans concrètement? C'est quoi la facilitation? C'est à quoi vous réfléchissez? Qu'est-ce que vous proposez? Déjà, c'est la flexibilité de ton télétravail. Alors, ça peut paraître hyper évident, mais c'est pas hyper évident, encore une fois, dans une culture comme la nôtre. Donc, t'as un stock de jours de télétravail, et tu les poses comme tu veux. Bon, sois quand même plutôt là. On a dit quoi? Allez, t'as 2 jours par semaine de télétravail que tu peux poser. Mais si tu as envie de te faire 1 semaine, 2 semaines de télétravail, il n'y a pas de problème, tu peux le faire aussi. Donc, c'est libérant. Voilà, je vais reprendre ton truc. C'est libérant pour les salariés parce qu'on leur dit, mais vas-y, fais ce que tu as envie de faire dans la mesure, évidemment, c'est vu avec ton manager et ton équipe parce que voilà, tu n'es pas tout seul, tu fais partie d'un collectif. Mais vas-y, utilise ces jours-là comme tu penses que c'est le mieux pour toi, pour ton équipe. Donc déjà, c'est ça, c'est de la flexibilité dans l'usage du télétravail. Ce qui est en soi, encore une fois, dans notre secteur assez intéressant parce que si tu regardes nos concurrents, c'est pas aussi flexible chez eux. Donc voilà. Et cette flexibilité, elle n'est pas facile à conserver. Hein. Donc on est toujours en éveil sur ce sujet-là parce que c'est loin d'être un acquis. Hein. Ça veut dire que, je te garde ton idée, mais ça veut dire que dans votre secteur, c'est aussi pour vous un avantage concurrentiel sur la marque employeur. Des gens qui voudraient travailler dans le secteur bancaire, pour eux, en termes d'expérience de vie, d'expérience professionnelle et de vie, avec peut-être un équilibre vie pro, vie perso, ça peut être un avantage concurrentiel. Complètement. Donc ça, c'est pour le remote. Et en remote, on va réfléchir au bureau étendu, c'est-à-dire qu'on est en train de plancher sur la possibilité d'aller travailler dans des espaces, d'autres espaces du groupe, parce que le groupe Crédit Agricole, quand même, il faut le rappeler, c'est le premier employeur privé de France, devant Carrefour ou derrière Carrefour, ça dépend les années. Voilà, bon. Et donc, on a beaucoup d'empreintes immobilières, enfin une emprise immobilière, qui est très importante. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi... faire du networking à l'intérieur du groupe et donc on est en train de tester la possibilité d'aller travailler dans certains endroits dans le groupe parce qu'en espace de coworking on peut pas parce que la sécurité. C'est compliqué, mais aller travailler ailleurs dans le groupe, ok, donc on est en train de tester ça par exemple. Parce que moi, je connais pas très bien. Donc, vous avez à la fois des agences, mais vous avez aussi des bâtiments en France. Ah, oui, d'accord. En fait, tu as le groupe Crédit Agricole, c'est 2 environnements, 2 univers, on pourrait même dire. Hein. Tu as d'un côté les caisses régionales, donc ça, c'est facile. C'est l'agence bancaire dans ta rue. Le Crédit Agricole de ta rue, fait partie d'une caisse régionale. Donc, tu as 39 caisses en France dans les dom-toms. Et puis, tu as le monde Crédit Agricole SA, qui, en fait, c'est toutes les filiales qui développent les produits qui sont vendus par les caisses. Si je résume. Donc, tu vas avoir les produits assurantiels, les produits, les fonds d'épargne. Donc, tous ces produits-là sont développés par CASA, Crédit Agricole SA, vendus par les caisses. Donc, c'est 2 mondes différents. Okay. Et donc, CASA, c'est que des bâtiments comme ici. Voilà. Un peu plus grands, mais comme ici. Et les caisses, c'est plutôt des agences avec toujours un siège. Ok. Oui, donc créer des synergies finalement et optimiser vos espaces. Locatif, immobilier, au service du coup des collaborateurs et de créer du lien, parce que ce que j'entends dans le télétravail et ce qu'on peut vivre aussi chez Xelia, parce que nous on a libéralisé complètement le télétravail avec notre transfo, donc nous les collaborateurs viennent ou ne viennent pas et on a plus de 50% de nos collaborateurs qui sont en dehors de l'Île-de-France de toute façon, qui ne viennent pas régulièrement, mais les autres 50% qui sont en Île-de-France choisissent de venir ou pas au bureau. Donc ça, c'est une vraie force. Mais ensuite, effectivement, les réflexions qu'on a également, comme vous, c'est comment finalement créer ces bureaux qui étaient des espaces de travail, finalement, comment en faire des espaces où on crée du lien
où on travaille différemment, où on crée des nouveaux projets, des nouvelles manières de travailler, de réfléchir ensemble, de vivre ensemble et finalement faire presque un peu des lieux de vie. Ouais. Parce que le travail, finalement, on s'aperçoit qu'on le fait très bien de chez nous. Oui. C'est calme. Voilà. Donc, comment créer des lieux de vie plutôt que des vrais lieux de travail, ou en tout cas des lieux de travail, mais plus... en groupe, enfin en collectif, voilà, plus vivant et plus qui servent à d'autres choses que du travail qu'on peut faire chez soi. Tu viens vraiment pour quelque chose, pas quelque chose que tu peux faire à la maison. Exactement. Oui. Donc c'est effectivement le télétravail. Il y a cette grande flexibilité, comme tu disais, au service des collabs. Et puis voilà, équilibre vie pro, vie perso. Et à la fois, comment on continue quand même à créer un sentiment d'appartenance à la fois à l'entreprise, à la fois à ton équipe quand tu es dans une équipe. Donc, c'est d'autres réponses à apporter. Exactement. Et c'est ça aussi l'expérience collaborateur et les entreprises vivantes. C'est comment je m'adapte à chaque fois, nouvelle situation, comment je recrée une réponse qui soit... C'est Alain Bernard, grand philosophe, n'est-ce pas ? Le nageur, qui était invité à une conf. Il avait dit un truc hyper intéressant, c'est sur le collectif. Est-ce que le collectif existe encore ? T'as la question. Ah oui, bon, vous avez 4 heures. Et en fait, il avait répondu un truc tellement évident. Il avait dit, mais en fait, il existe, mais il faut savoir le chercher, c'est tout. Il a juste pas la forme que vous voulez qu'il ait, mais il est là. Donc, allez le chercher. Et c'est là que tu reviens à une notion d'expérience. C'est-à-dire que, mon client, il est où ? Ah voilà, il faut que j'aille le chercher, il faut que j'aille voir quelles sont ses attentes, il faut que je lui propose des choses qui répondent à ses attentes, etc., et que j'itère, que j'améliore en permanence, en continu. Et c'est ça. Donc, je trouve ça hyper intéressant de se le dire. Mais le collectif, il est là. C'est juste qu'il veut... Tu sais pas aller le chercher, c'est tout. C'est en fait comment créer les conditions favorables. Exactement. C'est à nous, exactement, en tant qu'organisation, comment créer l'environnement favorable pour qu'il ait envie tout à fait. de venir au bureau. Tout à fait. Et c'est pour ça que le sujet remote working, il va ouvrir plein de sujets. C'est-à-dire, oui, télétravail, ok. Mais au-delà du télétravail, c'est le bureau étendu. C'est les impacts que ça a sur les personnes. C'est-à-dire qu'on a mené une enquête, du coup, sur les risques psychosociaux pour voir. Et on l'a mis dans ce cadre-là. On s'est dit, on est en train de tout péter. On pète tous les repères. On pète le lieu de travail. On pète le mobilier. Tu n'as plus de place à titrer parce qu'on est en flex office. Mais forcément, ça a un impact à un moment donné sur les gens. Il faudrait peut-être qu'on aille mesurer le truc, quoi. Donc, tu vois, ça ouvre plein de sujets, le sujet remote. D'ailleurs, je vois souvent sur ton Insta... que tu travailles à d'autres endroits que ton bureau. Oui. J'ai l'impression que tu essaies d'être modélisante un peu et de dire, mais oui, on peut travailler autre part que derrière son bureau. Ah oui. Donc, on parle de l'expérience, du coup, l'expérience collaborateur au service de l'engagement des collaborateurs, tu l'as dit un petit peu plus tôt. Et finalement, ce serait quoi, toi, tes recos si on parlait de l'engagement des dirigeants dans l'expérience collaborateur, ou des DRH ou des dirigeants, ce serait quoi tes recos ? Ma première reco, ce serait, s'il vous plaît, il y a une vision. Pitié. Vous êtes payé pour avoir une vision, pour nous la partager, pour nous donner envie d'y aller avec vous. Voilà. Je pense, par exemple, à Christophe Harrigan, le DG de la Mutuelle Générale. Je trouvais ça hyper intéressant. Il avait écrit une tribune dans... Alors, je ne sais plus si c'était le Parisien, le Figaro, je ne sais plus. Enfin, un journal comme ça. Où il expliquait comment il voyait le rôle de l'entreprise dans la nouvelle société. Comment il voulait prendre sa part en tant qu'entreprise dans le changement de la société. Waouh ! Et ça donne envie. Enfin, en tout cas, moi, ça me donne envie. C'est-à-dire que je me dis, des patrons comme ça qui t'embarquent parce qu'ils ont une vraie vision qui est au-delà de, bon, alors, il faut augmenter le chiffre, il faut faire... Oui, d'accord, s'il te plaît, mais pourquoi, comment, tu vas aller où bref. Et donc, des gens qui pensent au-delà de... Par exemple, une fois, j'avais interviewé une nana qui bossait chez Shiseido. On parle de sa stratégie d'entreprise. Elle me dit, tu sais, mais chez nous, la stratégie d'entreprise, c'est sur 100 ans. Quoi ? 100 ans, c'est long, 100 ans. Nous, des plans moyen terme, 3-5 ans, déjà, ouf. Mais non, 100 ans. Parce qu'en fait, nos dirigeants, l'entreprise, travaille pas pour. Ils ne travaillent pas pour eux, ils travaillent pour au-delà d'eux. Oh. Ah ouais. J'ai trouvé ça dingue. Bon, voilà. Donc, déjà, voilà, qu'ils aient une vision, qu'ils la partagent, qui donne envie. Premier truc. Deuxième truc, je leur dirais, allez lire le bouquin de Vinit Nayar, s'il vous plaît. Je vous jure, ça marche. Regardez. Si vous vous concentrez sur vos collaborateurs qui, sans eux, vous n'atteindriez pas vos objectifs, ça marcherait moins bien. Donc, je leur dirais, voilà, lisez ce bouquin, qui est facile à lire en plus. Je leur dirais aussi, vivez ce que vivent vos équipes, s'il vous plaît.
allez voir ce qu'elles vivent, soyez confrontés aux mêmes irritants qu'elles, parce que quand on est patron, souvent on a un service un peu VIP pour à peu près tout. Quand on est au bout de la chaîne alimentaire, on a un peu moins de service VIP. Et donc, on se tape le bricolage nous-mêmes. Voilà, forcément, il y a des irritants que les patrons ne comprennent pas parce qu'ils ne les vivent pas. Donc, de bonne foi, ils ne les comprennent pas. C'est-à-dire que je leur en veux même pas. Ils ne les vivent pas. Et autour d'eux, parce qu'il y a aussi beaucoup de silence organisationnel, autour d'eux, on leur cache un peu le truc sous le tapis. Donc, de bonne foi, ils ne savent pas. Voilà. Donc, allez voir, allez vivre la même chose que vos équipes pour mieux comprendre ce qu'elles vivent et donc mieux répondre à tout ce qui cloche. Voilà. Et je leur dirais aussi, déplacez-vous. Vraiment déplacez-vous. C'est-à-dire, au-delà d'aller vivre la même chose, allez les rencontrer. Allez rencontrer vos équipes. Passez du temps avec vos équipes. C'est le général de Villiers qui donnait un exemple très intéressant, dans une de ses interventions, où il disait, moi, dans mon agenda, toutes les semaines, j'avais une demi-journée, mon mardi après-midi, ou je ne sais plus si c'était mardi ou jeudi. Voilà. Mardi après-midi, c'était réservé. C'était interdit de me mettre des rendez-vous sur ce moment-là parce que je faisais le tour de mes équipes. Classe. Donc voilà, c'est ça que je leur dirais tout ça. Ouais, donc pas mal de choses. J'ai plein de choses à leur dire. Assez concrètes. Oui, je pense que vous pouvez prendre rendez-vous avec Anne si vous avez besoin d'idées. Ok, donc à la fois j'entends créer une forme quand même de proximité, là notamment sur le dernier exemple que tu donnes, mais aussi une proximité justement pour mieux comprendre le terrain, mieux pouvoir échanger avec les gens avec qui tu n'échanges pas forcément, parce qu'il y a quelques niveaux entre toi et les autres, qui fait que tu n'es pas forcément au courant de tout, et que potentiellement, il y a des gens qui ne font pas toujours bien leur travail à certains niveaux, et qui effectivement, du coup, l'information ne remonte pas. Ouais, et donc ils ne font pas bien leur travail, en tout cas, ils ne se sentent pas autorisés à faire leur travail. C'est ça qui est quand même terrible. Enfin, le manque de courage, moi, m'effraie un peu beaucoup. Hein, mais là, tu parles du courage managérial ? Oui, c'est ça, de courage de dire les choses. Ça, c'est quand même pas très répandu. Hein. Et c'est dommage, parce que du coup, ça sclérose l'entreprise, en fait. Donc, voilà. Et un autre exemple aussi qui me vient en tête sur la proximité, c'est Dominique de Villepin. Je m'étais retrouvée quand j'étais plus jeune à la garden party du ministère des Affaires étrangères. Et donc, il était à l'époque ministre des Affaires étrangères. Impressionnant. Et j'en ai fait plusieurs. En fait, mon père travaillait au ministère des Affaires étrangères. Pour ça, les étés, il faisait la garden party du ministère des Affaires étrangères. Donc, j'en ai vu plein. C'est un pèlerinage. C'était un peu la fête. C'était la fête de l'entreprise. Donc voilà. Et donc, tu as des différences flagrantes entre les patrons, donc entre les ministres. Alors, Roland Dumas, il passait avec ses gardes du corps, il rentrait, il n'allait pas voir les gens, tu vois. Un De Villepin, en plus, il était très grand, donc physiquement, il est déjà impressionnant. Il venait voir tout le monde. Bonjour, vous travaillez où ? Bonjour, vous travaillez... Ah, vous faites quoi ? Ah, vous travaillez avec un tel ? Waouh ! C'est le ministre. Et là, il va voir tout le monde. Il ne sait pas qui il va voir, mais il va voir tout le monde. Et peut-être il y a le pouce-carton du coin. Il va le voir, parce que tout le monde compte. Et j'avais trouvé ça très, très respectueux. En dehors du bord politique, quel qu'il soit. Oui, non, peu importe. Oui. C'est vraiment l'attitude... voilà, l'attitude du chef. Tu vois, il n'est pas diplomate pour rien, parce qu'effectivement, le ministre des Affaires étrangères, c'est le patron de la diplomatie française. Mais comme j'en ai vu d'autres, ou pas vu justement, parce qu'il ne venait pas se mélanger à ces garden party, lui, je me suis dit, punaise, lui, c'est le roi des diplomates quand même. Waouh. Donc ça, en termes de chef, j'ai trouvé que c'est un bel exemple. Je pense que créer du lien, de manière générale, c'est créer une forme d'appartenance, en fait. Exactement. Parce qu'en fait, tu t'identifies, je pense qu'il y a quelque chose qui est assez fort. On a parlé un peu d'avenir. C'est quoi les tendances, toi, les évolutions que tu penses voir perdurer, voir s'accentuer, advenir dans le champ de l'expérience collaborateur dans les années à venir ? Et je vais être un petit peu plus précise. C'est que je vais un peu te induire ma réponse, je ne sais pas, mais en tout cas, dans ton livre, chapitre 8, on a les tendances culturelles de la prochaine décennie. Yes. Donc, je me suis dit, voilà. Alors, il y a 7 tendances, mais il y en a 3 sur lesquelles j'aimerais que tu t'exprimes plus particulièrement. J'ai lu la frugalité, la spiritualité incarnée et la résilience collective. Donc, c'est sur ces 3 parties-là, par rapport à l'avenir, est-ce que... sur la frugalité, l'idée, c'est de dire on va pas faire plus, on va faire bien. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi culturellement ? Ça veut dire, par exemple, tu peux tout à fait imaginer avoir un ROI différent
sur tous les projets que tu vas mener. Donc, toujours intégrer la notion de durabilité dans tes projets. Dire, finalement, je fais ça, mais pour aller où ? Enfin, qu'est-ce que je vais... Ça va m'emmener où ? Et ça va être pérenne ? Si c'est pas pérenne, ça sert à rien. Enfin, tu vois, voilà. Inclure, plutôt intégrer la notion de durabilité dans ton ROI. Est-ce que tu as un exemple d'un projet qui... ou d'une réflexion, en tout cas, sur un projet ? Attends. Alors, un exemple existant, non. Donc, il faut que j'en cherche un. Il faut que j'en invente un. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Ouais, c'est pas pour te mettre en difficulté. Ouais. Mais en tout cas, l'idée, c'est de... Là, on est sur des idées de croissance. Oui. Voilà, croissance à outrance. Mais ou pas, justement. Oui, non, mais là, on est sur la question frugalité. Oui. Ton point, on est sur la question de ne pas forcément faire plus. Exactement. Donc, pas une croissance... Et en tout cas, d'accepter, dis-moi si j'ai bien compris, que sur certains projets, oui, on va avoir un ROI plutôt bon, en acceptant que sur d'autres, c'est un peu moins bon, mais que finalement, ça crée une forme d'équilibre. Et c'est ça Est-ce que c'est ça l'idée ? Alors, c'est pas tout surtout à fait. de se dire, il n'y a sans doute pas besoin de faire plus. Et il faut être OK avec ça. C'est-à-dire que l'hypercroissance, justement, ça fait peut-être aujourd'hui plus de mal que de bien. Donc, alors, parler de décroissance, forcément, c'est pas très business, mais il y a quand même quelque chose, tu vois, je me dis... c'est toujours la course à faire plus vite, plus truc, plus machin. Quand je vois par exemple l'intelligence artificielle, on va pouvoir être plus rapide, super. Pourquoi ? Enfin, je veux dire. Donc c'est plutôt arrêter cette espèce de boucle, cette spirale infernale de toujours plus loin, toujours plus vite, toujours plus truc là, très fort Boyard. mais non, c'est plutôt voilà, hop, on se remet à penser à finalement quelle est la portée de notre métier, de notre boulot, de notre mission, de notre projet sur le monde. Quel est son impact sur le monde ? On a des croissances finies. Est-ce que, on peut peut-être pas... Raisonnons comme ça. C'est plutôt ça. Ok. Parce que du coup, ça fait toujours peur. Les entreprises privées, quand tu leur dis, pas de croissance, on arrête la croissance, ils disent, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Surtout que y a quand même des groupes avec des actionnaires derrière, qui sont quand même en attente de croissance. Donc, comment... tu vois, c'est quoi la réponse ? La frugalité, comment elle peut répondre à ça ? C'est sûr que la frugalité, clairement, elle est antinomique avec ça. Moi, en fait, ce que je vois beaucoup, c'est pas des entreprises, c'est des organisations, c'est-à-dire des associations, finalement des trucs très locaux, des entités très locales qui, en fait, vont juste faire ce qu'il faut, mais pas plus. C'est-à-dire que je vais pas prendre plus de rendez-vous que ce que j'ai besoin de prendre. Je vais plutôt retourner vers quelque chose qui va être du don plutôt que payer constamment des services. Tu vois, il y a quelque chose, je trouve qu'il y a une espèce de retour à juste ce qu'il faut. Un peu comme ce que Pierre Rabhi dirait, c'est-à-dire que t'as pas d'obèses, t'as pas d'animaux obèses, d'animaux sauvages obèses, parce qu'ils font le juste effort. Ils mangent juste ce dont ils ont besoin. Et puis c'est tout. Et puis ça va bien comme ça. Le cycle de la nature, il est bien comme ça. Donc j'ai l'impression, moi je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent à des choses comme ça, juste ce qu'il faut, pas plus. Okay. Mais en province, quand tu habites à Paris, tu vois pas vraiment ça en vrai. Je pense qu'aussi, on a un prisme parisien qui est quand même pas... qui est faussé, très faussé. En tout cas, pour toi, c'est une réflexion pour l'avenir quand même à mener, de voir comment on peut concilier quand même. Est-ce que c'est possible ? Croissance et frugalité, comment c'est possible peut-être de concilier ça ? Et sur les sujets spiritualité incarnée ? C'est ce que je disais tout à l'heure en parlant de Valérie Seguin. En fait, l'idée, c'est vraiment de se dire... n'oublions pas de considérer que le salarié est un être humain avant d'être un salarié, donc il a une vie avant, pendant, après le travail, et donc c'est remettre plus de liens, remettre plus de contacts humains entre les membres d'une même entreprise. Se dire bonjour, déjà c'est pas mal. Et quand je te dis bonjour, je m'arrête, je te dis pas bonjour. Bonjour, ça va ? Déjà au bout là. De toute façon, tu aurais dit ça va pas, je l'aurais même pas entendu. Oui, ou je serais resté bloqué. Ah, ok. Et bon, donc tu vois, c'est ça, c'est vraiment ça, et incarné parce que incarné par chacun, et y compris par les dirigeants qui devraient être exemplaires sur le sujet. Et je pense que ça, oui, c'est un trait culturel qui va être différenciant dans les années à venir.
Surtout que, en fait, je me souviens qu'on était à la projection ensemble, en fait, au Forum 104 de Valérie Seguin sur ce documentaire. Effectivement, on s'est aussi croisés là-bas. Oui. Et effectivement, en revanche, à ne pas confondre, parce que le mot spiritualité peut faire peur en entreprise, parce que je me souviens que suite à cette projection, nous étions en groupe de travail. Je ne sais pas qu'on était dans le même groupe. Et en fait, moi, par exemple, dans mon groupe de travail, très rapidement, les gens sont venus à parler de religion. Alors que pas du tout. Enfin, ça n'a pas à voir avec ça. C'est plus des valeurs, un sens profond de pourquoi on fait les choses. C'est ça. Donc, c'est très différent. Donc, peut-être, le mot spiritualité en entreprise, il arrive tout doucement, mais il a quand même du mal parce qu'il fait peur et parce qu'il y a une confusion. C'est ça. Spiritualité, ça n'est pas nécessairement lié à religion. Du tout, même. C'est pas idéologique. C'est juste se comporter en être humain, respectueux. C'est juste ça. Et c'est pour ça que son documentaire est très intéressant parce qu'en fait, tout ce qu'elle montre, c'est tellement simple que tu te dis, c'est que ça. En fait, il faut juste que je sois respectueux. Ah ouais. C'est pas si compliqué. Mais pour te dire à quel point le mot spiritualité a fait peur, c'est qu'il y a elle a fait une projection à nouveau dans un autre endroit à Paris où je suis allée il y a quelques semaines. Je t'en avais parlé. Oui. Et en fait, elle a pris ce documentaire et elle a coupé toutes les parties où il y a le mot spiritualité. Et donc, elle a refait un documentaire de 32 minutes, donc beaucoup plus court, parce qu'en fait, elle n'arrivait pas vraiment à diffuser ce film en entreprise. Alors que maintenant, ça y est, même des grands groupes français, elles acceptent de le projeter dans leurs équipes, mais parce qu'il n'y a plus ce mot de spiritualité. Donc, pour te dire à quel point, sur un mot, alors que c'est le même film, elle n'a pas changé le film, elle a juste coupé. Donc, pour te dire à quel point, voilà. Donc, spiritualité incarnée, et puis résilience collective. Qu'est-ce que tu mets derrière ce... En fait, la résilience collective, c'est vraiment... par exemple, on parle beaucoup de soft skills. Soft skills. Je fais, donc tu fais encore un truc à la mode, bon, très bien. Mais c'est surtout l'idée, c'est de dire, mais comment je peux rendre mon organisation résiliente ? C'est-à-dire que comment je peux faire en sorte que toutes les personnes qui travaillent chez moi absorbent les chocs et en fassent quelque chose. Bon, et bien ça veut dire développer certaines soft skills pour leur permettre de mieux rebondir, d'absorber les chocs. Donc, ça va être la curiosité, ça va être l'esprit critique, ça va être la communication, ça va être la coopération, ça va être la créativité, je crois que j'ai déjà dit, ça va être l'empathie. Voilà. Donc, développer ces soft skills pour rendre l'organisation résiliente. Oui, parce qu'on s'est longtemps concentré sur les savoir-faire. Oui. Et ça, a priori, dans les entreprises, dans les organisations, ce qu'on voit, c'est que les gens savent faire. On espère. Modulo quelques erreurs de casting. En général, les gens sont compétents. Le problème, c'est rarement le savoir-faire. Les problèmes dans les organisations, c'est plutôt le savoir-être. Comment je communique avec les autres de manière claire, directe et respectueuse, qui soit compréhensible. Comment on gomme les non-dits, les interprétations. Donc c'est ça en fait, maintenant qu'on développe dans les organisations, c'est plutôt au niveau du savoir-être que du savoir-faire. Exactement, et en plus le savoir-faire tu peux l'apprendre, c'est-à-dire que si tu as appris à apprendre, qui est aussi une soft skills qui fait partie de cette organisation résiliente, si tu as appris à apprendre en fait, pas de problème, tu vas apprendre ton savoir-faire, mais le savoir-être, on se rend compte que c'est vachement plus compliqué quand même, Voilà, donc il faut développer ça. On en a des choses encore à faire. Mais oui, c'est pour ça qu'on heureusement, la retraite n'est pas tout de suite pour nous, donc heureusement, on a encore des choses à faire. Oui. On arrive à la fin de cet échange passionnant. J'avoue que je continuerai bien, mais Clément va me dire que ça sera trop long pour les auditeurs. Et il aura raison. Et tout à fait. C'est lui le pro. J'aimerais bien savoir qui tu aimerais entendre. Tu sais que c'est aussi ce deuxième rituel. Qui aimerais-tu entendre dans un futur épisode de Résonance et pourquoi ? J'aimerais bien entendre Thibault Langer. Thibault Langer qui est le DRH, alors je ne sais plus France, mais IMIA c'est sûr, et de ServiceNow. ServiceNow, c'est une plateforme justement qui va permettre de faciliter le cycle de vie du collaborateur en entreprise. Et en fait, ce qui est hyper intéressant avec Thibault, c'est qu'il te raconte comment chez ServiceNow, ils vivent l'expérience salariée de façon concrète. Donc, il ne te vend pas son produit, juste il te dit chez nous, c'est comme ça que ça marche. Alors, évidemment, derrière, tu as la plateforme, mais en attendant, c'est une réalité qu'ils vivent tous les jours. Donc, c'est intéressant de l'entendre. Lui. Donc, ils sont leurs propres clients, finalement. Exactement. C'est comme ça, d'ailleurs. Ils vivent ce qu'ils préconisent à leurs clients. Exactement. Okay. Voilà. Super. Écoute, je vais le contacter de ta part.
En tout cas, Anne, merci, un grand merci. D'abord, c'est toujours un plaisir de te retrouver. Et puis, c'était passionnant. Donc, merci pour ton enthousiasme et ta générosité dans tes partages. C'était un super moment pour moi. Écoute, c'est moi qui te remercie parce qu'on se sent en sécurité psychologique, comme on dit dans mon jargon expérientiel, avec toi. Donc, merci Sarah pour ton invitation et ce moment. À bientôt. À bientôt.